Voilà, bonsoir à tous. Donc, moi, je me présente. Moi, c'est Sarah. Je suis enseignante au primaire depuis 11 ans. Donc, on accompagne, là, Cali et moi, beaucoup les familles, les enfants, dans tout ce qui touche, oui, au niveau académique, mais aussi au niveau émotionnel. Donc, tout ce qui touche à la confiance en soi, à la gestion des émotions et la persévérance. Donc, c'est vraiment là, là-dessus qu'on travaille, avec les jeunes. Donc, Cali, je vais te laisser présenter, puis ensuite, on va partir avec la rencontre. Oui, merci Sarah. Donc, moi, c'est Kellyanne. Je suis cofondatrice aussi chez l'Éducation. Donc, tout comme Sarah, enseignante depuis 11 ans, puis j'ai travaillé également dans différents milieux, tout ce qui touche aussi à la technopédagogie, l'orthopédagogie, l'enseignement plein air. Donc, on a les deux vécu aussi plusieurs années à l'étranger, ce qui nous amène à vouloir aussi repenser les pratiques, puis offrir ce qu'il y a de mieux aussi pour les enfants. Donc, ça nous fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être là avec vous pour parler d'un sujet qui revient très souvent. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un webinaire aujourd'hui afin de mieux pouvoir vous accompagner par rapport à tout ce qui est l'évaluation, lecture, écriture au primaire. Exactement. Puis vous allez voir, vous allez ressortir avec plein de trucs ce soir, des façons aussi pour accompagner vos enfants. Donc, c'est toujours ça l'objectif là, des webinaires, c'est que c'est un lieu d'échange. Donc, vous êtes vraiment invités à participer, à parler, à échanger, à nous faire part aussi de vos pratiques, qu'est-ce qui fonctionne à la maison, avec vos enfants, etc. Donc, c'est vraiment là, un lieu, tout le monde ensemble pour échanger. Alors, Cali va commencer, elle va faire plus le volet lecture, puis moi, par la suite, ben, je vais y aller plus avec le volet écriture. Donc, voilà l'objectif. Comme on disait, tout d'abord, on va vous parler de la lecture, ensuite l'écriture. On va même vous présenter des grilles officielles aussi d'évaluation pour que vous ayez une idée aussi comment vos enfants sont évalués, pour finalement vous donner des pistes sur comment accompagner vos enfants à la maison. Donc, tout d'abord, si on commence par rapport à la lecture, on va essayer de démystifier quelques mythes ensemble. Donc, c'est des choses qu'on entend souvent, qu'on nous a peut-être même nous dit lorsqu'on était enfant. Souvent, c'est mal compris, c'est quoi l'évaluation de la lecture. On pense que, par exemple, bien lire, c'est lire vite. Ou bien lire, c'est d'être capable de reconnaître tous les mots. Mais au final, la lecture va beaucoup plus loin que ça. Puis c'est là qu'on entre vraiment dans la compréhension de lecture. Donc, par exemple, si on parle du mythe ici, bien lire, c'est lire vite. Mais en réalité, la vitesse n'est jamais l'objectif final et n'est jamais le but. Un élève qui lit lentement, mais qui comprend tout à fait ce qu'il lit, peut être un excellent lecteur. Et au contraire, un élève qui a une vitesse de lecture très rapide, pardon, peut avoir de la difficulté justement à comprendre ce qu'il lit. Donc, c'est pour ça qu'on mise vraiment sur la compréhension. Un autre mythe qu'on peut démystifier, c'est bien écrire, c'est faire zéro faute. Donc ça aussi, on l'entend souvent. Donc parfois, on pense que l'évaluation en écriture chez les enfants, c'est simplement observer l'orthographe, les erreurs de grammaire, de conjugaison. Mais en fait, on va réaliser en regardant ensemble les grilles d'évaluation primaire que l'orthographe, c'est seulement un des critères sur 5 en fait. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont tout aussi importants, comme par exemple la structure, les idées, le style du texte, ça compte tout autant que l'orthographe, la grammaire et les erreurs qui peuvent être en conjugaison. Puis finalement, le dernier mythe, lire à voix haute, c'est bien comprendre. Donc souvent, on a l'impression que pour savoir si un enfant sait lire, on va le faire lire à voix haute. Mais en fait, lire des mots et le comprendre sont deux choses tout à fait différentes. Il y a même pour certains élèves, le fait de lire à voix haute, ça les bloque dans leur compréhension. Il y en a qui ont même besoin de lire plutôt à voix basse ou dans leur tête. Donc, en lecture, ce que l'enseignant évalue vraiment, puis ça, c'est à tout niveau, donc autant en première année jusqu'en sixième année. C'est sûr que les critères varient, parce que lorsqu'on commence en lecture première, deuxième année, on se concentre vraiment plus sur le décodage-encodage, donc c'est-à-dire d'être capable vraiment de lire et reconnaître les mots. Ça, c'est le premier niveau de compréhension. Donc, l'élève apprend à reconnaître et comprendre le mot, qu'est-ce que ça veut dire. Puis ensuite, on va prendre ce mot-là, puis on va le mettre dans une phrase. Puis ensuite, cette phrase, on va la mettre dans un texte. Donc, c'est sûr qu'il y a une progression. Mais au final, qu'on évalue la compréhension d'un mot, d'une phrase ou d'un texte, ça revient quand même au principe de la compréhension.
Donc, c'est pour ça ici que le premier critère, ce que l'enseignant évalue vraiment au tout départ, c'est la compréhension du texte. Donc, autant les éléments explicites que les éléments implicites. Par exemple, dans un texte, si on parle d'éléments explicites, ce seraient les informations qui sont écrites dans le texte. Et les éléments implicites, ce serait plutôt ce qui fait affaire aux sous-entendus, aux inférences, par exemple, qui sont travaillées un petit peu plus tard aussi dans le parcours scolaire, plus à partir de quatrième année. Donc, si on repart de la base, au début, l'enfant, bon, va lire un mot. Et ça, c'est un élément explicite. Est-ce qu'il est capable de le lire, mais de le comprendre? Ensuite, ce mot dans un contexte de phrase, est-ce qu'il est capable de le comprendre dépendamment du contexte? Puis ensuite, dans un contexte de texte. Donc, ça augmente aussi le niveau de difficulté. Un deuxième critère, c'est interprétation plausible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça va au-delà de comprendre le mot, mais c'est vraiment proposer un sens qui va au-delà du texte tout en lui restant fidèle. Donc, par exemple, un mot dans un certain contexte ne pourrait pas vouloir dire la même chose que dans un autre. Donc, c'est de s'outiller du texte et d'utiliser le texte pour aider à la compréhension. Et pas seulement dire, ah, j'ai reconnu ce mot, c'est ça que ça veut dire. Il y a des mots dans d'autres contextes qui pourraient vouloir dire autre chose. Un autre critère, c'est réaction et justification. Donc, souvent, on va demander aux élèves d'établir des liens avec leur expérience, donner leur point de vue, donner leur opinion. Donc, d'être capable de lire un texte, mais de se l'approprier aussi. D'être capable de réfléchir et de voir comment est-ce que nous, ça nous fait sentir ou à quoi ça me fait penser. Puis plus que l'élève est capable de faire des liens avec sa propre vie, plus qu'on peut juger de sa compréhension. Finalement aussi, deux autres critères peuvent être évalués, le jugement critique. Par exemple, apprécier les caractéristiques de l'œuvre, d'un texte ou d'un livre, puis pouvoir donner des exemples par rapport à cette compréhension. Et finalement, surtout avoir recours aux stratégies. Donc, d'utiliser des bonnes stratégies selon le type de texte lu. Puis quand on parle des stratégies, c'est toutes les stratégies de lecture qui sont enseignées au primaire, qui évoluent de la première à la sixième année, mais essentiellement, ce sont les mêmes qui se complexifient. Donc, on parle par exemple de survoler le texte, regarder les titres, faire des inférences, regarder les préfixes, suffixes, reconnaître l'idée principale d'un texte. Oui, Sarah, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben, le point numéro 3, réaction et justification, ça, c'est souvent là, le point le moins bien réussi avec les enfants. Donc, je vous dirais le quatrième, cinquième, sixième année avec les plus vieux. On va souvent poser des questions du style, si tu avais été à la place du personnage, aurais-tu réagi de la même façon? Donc, ça demande quand même beaucoup d'organisation au niveau de la structure de la pensée de l'enfant. Il doit faire aussi une introspection. Est-ce que moi, je suis comme le personnage de l'histoire? Oui, non. Donc, si on va un petit peu plus loin, ce que j'explique souvent aux enfants, c'est que ce genre de questions-là, ça les aide aussi à apprendre à se connaître. Ça les aide à donner leur opinion, puis ça va les aider dans leur vie aussi en général. Donc, être capable de s'exprimer, être capable de bien structurer leurs pensées aussi, puis être capable de dire non, moi j'aime moins ça parce que, puis donner vraiment les raisons pour lesquelles on est capable de se justifier. Donc ça, je vous dirais là, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille énormément avec les enfants. Les deux stratégies qui sont les plus difficiles, souvent les inférences et justement les questions de réaction, appréciation, justification. Puis, tu sais, si je Exact. continue un petit peu plus loin, là, si je vais un peu plus loin, vous pouvez le faire avec vos enfants aussi. Par exemple, vous mangez le soir, il y a du brocoli et il y a un autre légume, donc je sais pas, des carottes. Donc, quel légume tu préfères et pourquoi? Donc, c'est simple, mais c'est ça qui va aussi les faire réfléchir à essayer d'expliquer. Est-ce que c'est la texture? Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que c'est le goût? Donc, d'essayer de pousser un petit peu plus loin. Je vous dirais, première, deuxième année, ils sont jeunes pour ça. Par exemple, troisième à secondaire, on peut vraiment aller de l'avant avec ça. Mhm. Quand on parlait justement à la fin recours aux stratégies, c'est quoi les stratégies de lecture? On va vous donner des exemples ici, des stratégies qui sont enseignées en classe. Puis les stratégies de lecture, c'est vraiment la prémisse à la compréhension de lecture. Donc, on enseigne ces stratégies de façon ciblée avec les enfants pour qu'ils puissent être capables de les réinvestir par la suite lorsqu'ils vont lire des textes. Donc, par exemple, une première stratégie en lien avec le décodage, lorsqu'on arrive face à un mot inconnu, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on peut aller jouer dans les familles de mots. On a un exemple ici, par exemple, le mot chaleur, ça nous fait penser à chaud, donc ça peut faire penser à réchauffer. Les préfixes suffixes, par exemple, si on sait que le un, le préfixe un, c'est une négation, le sion, c'est une action, on prend le mot puis on est capable d'imaginer qu'est-ce que ça peut vouloir dire.
et surtout le contexte. Donc, on donne du sens grâce aux phrases qui sont autour. Donc, si l'enfant est capable d'utiliser ces stratégies, ça augmente sa compréhension. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de tout connaître et de tout comprendre, mais de savoir utiliser ces stratégies pour être capable d'avoir une meilleure compréhension du texte. Puis ici, il y a une phrase qu'on aime bien, un élève autonome face aux mots inconnus est un lecteur confiant. Donc, c'est une chose de ne pas connaître le mot, mais c'est pas un blocage en soi. Au contraire, il y a des stratégies qui sont là pour l'aider à mieux comprendre ce mot. Une autre stratégie, par exemple, c'est les inférences. Donc, ce qu'on dit souvent, lire entre les lignes, ce qui n'est pas écrit. Puis ça, c'est quelque chose qui souvent est beaucoup plus difficile pour les enfants parce que, par exemple, de première à quatrième année, on travaille essentiellement sur du texte explicite. Donc, on travaille vraiment sur retrouver les éléments dans le texte. Tandis que quand on arrive après 5 sixième année, c'est là qu'on va aller travailler les inférences. Donc, de faire affaire de faire appel à son vécu, à son souvenir, à essayer de trouver du sens en ce qui est écrit. Donc, c'est aussi ça, les inférences. Puis finalement, la pensée critique, donc jugement et opinion, quand on parle d'appréciation. Donc, une stratégie, c'est d'être capable de se poser la question, est-ce que j'ai aimé le texte et pourquoi? Donc, encore une fois, de faire appel à des éléments du passé qu'on connaît, son expérience personnelle ou d'autres textes qu'il aurait lus. Donc, si on regarde un peu des grilles officielles en lecture, cycle par cycle, donc dans le fond, au premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, on voit que la grille se ressemble. Ici, on a mis, dans le fond, les critères les plus utilisés. Donc, on parle éventuellement, là, donc, compréhension des éléments explicites. Deuxième cycle, on arrive explicite et implicite. Puis ensuite, troisième cycle, on est encore dans les explicites, implicites. Puis ensuite, premier cycle, l'autre critère, c'est justification des réactions, jugement critique. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Puis il y a toujours ici interprétation, recours aux stratégies. Puis plus qu'on avance, plus qu'on va demander aux élèves d'émettre une opinion, puis d'être capable d'avoir un jugement, de porter, de dire qu'est-ce qu'ils en pensent, de faire des liens avec leur vécu. Donc, à chaque fois, c'est sûr que c'est à ce moment-là qu'on voit leur niveau de profondeur de la compréhension. Ils n'ont pas, par exemple, seulement à aller retrouver une information dans le texte. Au final, qu'est-ce que ça signifie chaque niveau de compétence? Donc là, on a mis juste un exemple de parfois dans les bulletins, vous pouvez avoir des notes A, B, C, D, E. Donc, l'idée, c'est vraiment juste de pouvoir marquer la compétence où est-ce que l'enfant en est. Après, ça peut différencier aussi selon chaque école, selon chaque centre de service, mais en général, ça passe de, par exemple, un élève qui aurait A, c'est la compétence est marquée, ça veut dire qu'il a bien acquis la compétence à une compétence qui est peu développée. Donc, on voit par exemple que si on est dans le C, compréhension générale du texte, explication sommaire. Donc, ça veut dire que l'élève a besoin des fois d'un peu de soutien, a des fois besoin qu'on le stimule pour trouver des exemples qui viennent aussi de sa vie réelle, mais on est encore dans l'acceptable. Puis ensuite, ça veut dire que ça répond aux exigences. Et si on monte après dans le B et dans le A, c'est là qu'on montre qu'on dépasse les exigences également. Bonne compréhension, les justifications sont beaucoup plus pertinentes et il y a surtout une autonomie de la part de l'élève d'être capable de répondre aux questions. Donc, avant de passer à l'écriture, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui aimeraient nous partager des fois certaines inquiétudes ou certaines expériences que vous avez eues avec vos enfants quand vient le temps de comprendre les évaluations de lecture ou de compréhension de lecture? Très bien, n'hésitez pas si à la fin aussi il y a des questions qui surgissent, on est là pour y répondre. Ouais, puis je vais juste ajouter un petit quelque chose par rapport à ça, le niveau de compétence. Après, ça varie d'une école à l'autre. Il y a certaines écoles qui vont utiliser justement plus les lettres, il y a d'autres écoles qui vont utiliser plus les pourcentages. Donc, euh, donc ça peut varier. Donc, moi, je vais parler vraiment du volet écriture, puis une autre petite idée qui me vient en tête pour la lecture. Ben, c'est sûr que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que faut toujours choisir un livre qui est à la hauteur de l'enfant. Dans le sens que si on y va avec quelque chose qui est trop difficile, ça se peut que l'enfant se décourage puis qu'il ait plus envie. Puis si on y va avec quelque chose qui est trop facile, ben l'évolution est moins présente. Donc de trouver vraiment un livre à la pointure là, si on peut dire ça Mhm. comme ça, pour les enfants. Ensuite, il y a plusieurs parents des fois qui disent, ouais, mais mon enfant lit des bandes dessinées.
Oui, je comprends. Par contre, il lit. Donc, il faut voir Mhm. aussi. Tu sais, un enfant qui aime pas la lecture, si vous le voyez avec un livre, c'est déjà un beau cadeau. Donc, on a déjà une part des choses de fait. On a déjà accompli quelque chose. Alors, il y a plusieurs façons. Là, vous irez voir aussi. On avait fait un autre webinaire, hein, Cali, sur, je pense, la lecture. C'était quoi le... Comment ça fait quand même On en quelque... avait fait un explicitement sur les stratégies de lecture. Je pense qu'il Ouais. s'appelle les stratégies de lecture. Vous irez le voir, c'est sur YouTube, puis c'est sur la plateforme aussi là, pour ceux qui sont avec nous dans l'espace pour les parents. Donc, on donnait vraiment beaucoup là, de recommandations aussi. Alors, voilà. Donc, moi, je vais continuer avec l'écriture. Ouais, voilà. OK. Alors, bon, je vais commencer par dire que souvent, quand je parle avec les parents, ils me parlent beaucoup de l'orthographe lexicale. Donc, l'orthographe lexicale des mots, c'est comment on écrit le mot. Donc, la graphie du mot. Par exemple, le son E peut s'écrire de différentes façons. Accent grave, accent circonflexe, E-T-A-I-E-I. Donc, ça, c'est au niveau de l'orthographe lexicale. L'orthographe grammaticale, ben là, on est dans tout ce qui est accord, puis bon, conjugaison. Alors ça vaut pour, comment est-ce qu'on évalue en fait les enfants, c'est que ça vaut pour 20%. En tout, il y a 5 critères d'évaluation. Donc, en premier, il y a l'adaptation au projet d'écriture. Donc, est-ce que les idées sont développées? Est-ce que ça respecte ce qui a été demandé? Donc, ça vaut pour 20%. Ensuite, le deuxième critère, c'est est-ce que le texte est cohérent? Donc, est-ce que les idées se suivent? Il y a une progression qui est logique. Il y a des espaces entre les paragraphes. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Encore une fois, il vaut pour 20%. Le troisième critère, c'est le vocabulaire. Donc, si par exemple l'enfant, je sais pas, un enfant de quatrième année, il raconte une histoire, puis le personnage principal, c'est un chien, puis il répète le chien, le chien, le chien, le chien à peu près 10 fois dans le texte, ben à ce moment-là, au niveau du vocabulaire, les mots ne sont pas variés. Donc, on va enseigner aux enfants justement la stratégie des mots de substitution. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer le chien? Oui, on peut le remplacer par un pronom, ok, un pronom de conjugaison comme il, mais on peut le remplacer aussi par un groupe du nom. Donc, on pourrait dire le mammifère poilu, la bête, on pourrait le nommer par son prénom aussi. Donc, on va vraiment montrer aux enfants comment varier les mots pour éviter les répétitions. Donc, ça aussi, ça vaut pour 20%. Ensuite, on a tout ce qui touche à la construction de la phrase. Donc, est-ce que la phrase, elle est bien construite? Normalement, quatrième, cinquième, sixième, on va demander un complément de phrase, un sujet, puis un verbe dans la phrase, donc le prédicat. OK? Pour les plus jeunes, on va enlever le complément de phrase, mais il doit avoir l'action dans la phrase, puis il doit avoir le sujet, donc qui fait l'action. Donc, ça aussi, au niveau de la ponctuation et au niveau de la construction de phrases, c'est quelque chose on va regarder. Un autre exemple, quand on parle de ponctuation, bon oui, on regarde, on parle de la majuscule, le point. Par contre, on parle aussi de les points d'exclamation, les points d'interrogation, les virgules. Ensuite, on va aussi vérifier est-ce que les phrases sont trop longues, hein? Si l'enfant, là, il y a une phrase, il y a à peu près 5 lignes, puis il n'y a pas mis de point entre, ben là, il y a plusieurs idées, donc on perd vraiment le sens de la phrase. Donc ça aussi, ça vaut pour 20%. Et finalement, ben, le dernier critère, là, comme je l'avais expliqué au début, ben, c'est tout ce qui touche à l'orthographe des mots. Donc, comment on écrit les mots, est-ce qu'on fait nos règles d'accord, est-ce que les verbes sont bien conjugués avec le sujet, etc. Donc, je pense que ça l'ouvre quand même. Parce que souvent, les parents ils vont me dire en premier, ah, mon enfant fait des erreurs d'orthographe. Oui, et là, je demande, est-ce que ses idées sont bien développées? Est-ce qu'il y a des bonnes idées? Est-ce qu'il est capable de détailler? Est-ce qu'il y a ses signes de ponctuation, etc. Donc, on est capable de voir là qu'il y a d'autres forces aussi, peut-être chez votre enfant. Alors, ça, c'est ce que je viens de mentionner. Justement, bien écrire, c'est écrire les mots correctement. Ben, en fait, non, on se concentre aussi sur les autres critères. Donc, oui, c'est bien de revoir les règles d'orthographe, par exemple, lexicales, et tout ce qui est la phonologie, la graphie des mots. Par contre, c'est important aussi qu'on réalise qu'il y a d'autres critères d'évaluation.
Alors, ben ça ressemble en fait à la grille là, qu'on utilise quand on évalue un enfant. Donc ça, on vous a mis en fait un exemple de grille. Ça, c'est la fin du troisième cycle. Donc, disons pour les élèves donc de sixième année. Donc, vous voyez ici, on a A qui est satisfaisant, B très satisfaisant, A satisfaisant, acceptable, peu. Donc, si on regarde à l'adaptation, le premier critère, hein, est-ce que les idées sont bien développées? Donc, vous voyez la différence. Ici, c'est les idées sont très bien développées et respectent particulièrement le projet. Le B, ça va être les idées sont bien développées. Donc, quand on parle de très bien développé, ben, c'est que l'enfant va donner vraiment des détails. Donc, on est capable souvent là, de se fermer les yeux, de se faire lire le texte. On est capable vraiment, comme un film qui se déroule dans notre tête, de voir ce film-là. Donc, ça, c'est quand les idées sont très, très bien développées. C, si on regarde dans l'ensemble, les idées respectent le projet, certaines peu développer. Donc, on est dans l'acceptable, mais on pourrait vraiment là, aller développer beaucoup plus. Et peu satisfaisant, il manque une idée importante ou plusieurs idées sont imprécises. Donc, c'est que l'enfant n'aurait pas nécessairement compris là, qu'est-ce qui était demandé. OK? Ou c'est très, très, très simple et c'est en dessous, disons, des attentes. Et là, si on regarde la cohérence d'un texte, donc la cohérence, c'est si les idées progressent de manière logique et les paragraphes aussi. Donc, ici, on voit idées progressent aisément et logiquement, judicieusement groupées en paragraphes. Le B, idées progressant logiquement, groupées en, ouais, il y a une petite, en paragraphe. Il y a des liens établis. Ah oui, les liens aussi, là, disons avec les plus vieux, on va demander aussi des organisateurs textuels ou qu'on peut appeler aussi des marqueurs de relation. De plus, ainsi, puis, il était une fois, ce matin, par une belle journée ensoleillée, etc. Donc, tout ça, tout ce qui est complément de phrase, marqueur de relation, organisateur textuel, ça entre dans ce contexte, dans ce critère-là. Donc, vocabulaire, si je continue, expression des mots très précis et très variés. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir peu de répétitions. L'enfant va utiliser justement des synonymes peut-être hein, pour éviter les répétitions. Souvent, pour les enfants anglophones, c'est un critère qui va être plus difficile au niveau de la précision des mots. Ensuite, satisfaisant, expression et mots souvent précis et variés et expression des mots simples parfois précis et expression des mots souvent imprécis ou répétitifs. Donc, on peut le voir ici. Ensuite, bon, les phrases, ça, c'est la structure de phrases. Donc, très satisfaisant, c'est que les phrases sont bien structurées, bien ponctuées, plusieurs sont élaborées bon, satisfaisant, etc. Donc, ça, vous allez l'avoir de toute façon, là, la présentation, si vous voulez vraiment là, aller relire cette grille-là, ça peut valoir la peine. Puis l'orthographe, en fait, ça, c'est une grille, on va vous la montrer là, juste après, mais c'est comme ça qu'on calcule au niveau des erreurs d'orthographe. Donc, nous, on va aller voir combien l'enfant fait d'erreurs, bon, orthographe lexicale, grammaticale, tout ça. Puis ensuite, on peut utiliser cette grille-là. OK, voilà. Alors, en fait, des bonnes questions qu'on peut poser aussi là, à l'enfant. Bon, soit lecture ou écriture, ici, là, on a mélangé les deux. Ben, de quoi ça parle? Donc, au niveau, disons, de la lecture. Donc, qu'est-ce qui t'a surpris de l'histoire? Donc, on réagit au texte. Pourquoi le personnage, à ton avis, a fait ça? Donc, ça, c'est des inférences. Donc, on doit lire entre les lignes. C'est pas nécessairement écrit. As-tu aimé? Pourquoi? Un jugement aussi. Donc, quelque chose, disons, qu'on ne recommande pas nécessairement, ben, de lire ou écrire à la place de l'enfant. Je vous dirais que ça dépend. Tu sais, un enfant, disons, là, que de première année, moi, je recommande souvent aux parents de lire une page, puis l'enfant peut lire une page. Ou de lire une phrase, le parent, l'enfant peut lire une phrase. Puis quand on pense à des enfants qui sont en très, très grande difficulté, tu sais, des enfants qui ont une dyslexie, une dysorthographie, ben là, on parle d'autre chose, mais souvent, ça va être vraiment plus facile pour eux de leur lire le texte. Puis justement, ils utilisent souvent des outils technologiques en classe.
à ce moment-là pour la synthèse vocale. Donc, c'est une voix qui va lire pour eux. Puis, en fait, ce que ça fait, c'est que l'enfant ne met pas son énergie sur le décodage des mots. Donc, il peut vraiment, en fait, ça lui permet de comprendre l'histoire. Donc, au lieu de juste être vraiment dans le décodage des mots. C'est sûr que bon, juste voir les fautes et ignorer les idées, ben on peut axer, disons, sur, on pourrait dire à l'enfant par exemple, hey, wow, tes idées sont super bien développées. Puis dans cette phrase-là, moi je vois une petite erreur au niveau de l'orthographe. Es-tu capable de la trouver? Donc peut-être aussi amener ça un petit peu par le jeu. Euh, Comparé avec les autres enfants, hein, c'est sûr que le frère, peut-être qu'il a plus de facilité, puis le plus jeune qui a plus de difficultés, ben, d'essayer justement d'éviter cette comparaison-là, hein. Les enfants sont tous uniques, ils ont tous des rythmes différents. Et surcharger d'exercices après l'école. Donc, nous, on recommande vraiment là, tu sais, d'y aller mollo aussi avec ça, d'arriver de l'école, de prendre une pause, puis ensuite peut-être faire les devoirs et les leçons, mais vraiment d'avoir un juste équilibre là, avec vos enfants par rapport à ça. Alors, comment nos programmes, en fait, ils ciblent vraiment ces compétences-là? Ben, c'est sûr que vous allez avoir là, accès à une plateforme éducative où il y a vraiment, vous avez à peu près 80 cours en ligne en français. Donc, autant les stratégies de lecture, les stratégies d'écriture. On a des compréhensions de lecture qui sont complètes aussi avec les corrigés. Donc, c'est vraiment de l'apprentissage par le jeu. C'est de l'apprentissage ludique où les enfants peuvent vraiment y aller à leur rythme. Puis, c'est vraiment, on travaille pas tout d'un coup, hein. C'est ça souvent là qui est plus difficile, c'est qu'on pense que la lecture, c'est de lire un texte, de répondre aux questions. Mais nous, on segmente vraiment, puis c'est super important parce que la stratégie des inférences, je vous dirais, on peut la travailler là pendant à peu près 4 cours. OK? C'est quelque chose que les enfants ont de la misère, on doit travailler, retravailler. C'est pas du jour au lendemain non plus. Puis c'est pour ça qu'on la travaille sur plusieurs années aussi. Les inférences est vu en quatrième, en cinquième, en sixième, même au secondaire. Euh, bon, comment aussi on accompagne les enfants? Ben, c'est sûr qu'il y a des rétroactions là, dans nos cours qui sont personnalisées par l'enseignante. Donc, à chaque fin de mois, l'enseignante va vraiment élaborer un rapport détaillé pour votre enfant. Donc, sur ce qu'on a travaillé durant les dernières séances, sur ce que votre enfant est capable de faire de manière autonome, ce qu'il a de la facilité et justement sur ce qu'on doit consolider, continuer de consolider. Donc, vous, avec ces rapports-là, ben, ça vous permet vraiment de suivre l'évolution de votre enfant, mais aussi d'aller faire des cours sur la plateforme. Donc, on va vous montrer un petit peu. Kali, je vais partager mon écran. Alors, en fait, bon, je vous partage ça. Alors, vous voyez ici, bon, il y a les cours première, deuxième année, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ça, c'est l'espace aussi pour les parents. Si on s'en va, disons, en troisième, quatrième année, puis on va aller voir les stratégies, disons, de lecture. Donc, vous voyez que c'est tout classé par notion. Donc, grammaire, conjugaison ici, grammaire, conjugaison. On continue. Ah, on a les stratégies. Donc, le survol d'un texte et activer les connaissances antérieures, ça, c'est deux stratégies qu'on a mis ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant la lecture? Donc, il y a des stratégies avant, pendant et après. Ensuite, bon, on a tout ce qui est les stratégies de vocabulaire. Donc, tout ce qui est préfixe, suffixe, les familles de mots. Donc, tout ça, c'est des stratégies de vocabulaire. Ensuite, au niveau du vocabulaire, bon, les mots de substitution aussi pour éviter les répétitions, les questions à développement long, les inférences. Et ensuite, vous voyez qu'on a des compréhensions aussi de lecture qui sont complètes. Même chose pour l'écriture. Donc, c'est vraiment des cours qui sont interactifs. On part à l'aventure, on part en mission. Donc, si je vous montre un petit peu ici, disons, si on clique, bon, je sais pas, lecture d'un texte narratif ici. Donc, vous allez voir comment c'est fait en fait. C'est qu'il y a toujours des petites capsules vidéo. Vous pouvez mettre ça en plein écran. Et à la droite, on a le menu ici. Donc, vous voyez, leçon 1, leçon 2, on a des jeux, puis on a aussi des aides-mémoires. Les aides-mémoires, ça vaut la peine d'imprimer puis de faire un cartable aussi à l'enfant. Donc là, vous pouvez vraiment accumuler. Puis quand on arrive dans la révision, souvent en fin d'année, ben là, on a souvent les bonnes informations. On a vraiment un cartable qui est rempli. Donc ça, c'est très aidant.
pour les jeunes. Donc, ici, on part à l'aventure, on s'en va explorer le monde aussi, puis on va vraiment enseigner à l'enfant les Que stratégies. l'histoire se passe dans un petit village au bord du Mekong, qu'un pet. Donc, on va leur montrer justement, on va faire les stratégies, on modélise, OK, avec l'enfant. Ensuite, ben, il va y avoir des jeux. Donc, une fois que l'enfant a terminé, disons, la première leçon, ben, vous voyez un petit crochet vert qui indique que c'est terminé, donc elle est faite, cette leçon-là. On recommande beaucoup, nous, de segmenter, hein. Même chose quand vos enfants font des devoirs à la maison, on fait pas tout d'un coup, on va segmenter. Donc, ici, pour les enfants qui ont plus Salut de Toucan, difficultés, c'est Noé. J'espère que tu vas bien. donc, les enfants, justement, qui ont plus de difficultés, on travaille beaucoup l'auditif. Donc, il y a différentes façons hein, pour que les enfants, on n'apprend pas tous de la même façon. Donc, il y en a qui sont plus visuels, il y en a qui sont plus auditifs. Donc, c'est adapté là, vraiment pour les enfants là, en difficulté. Donc, dans la situation initiale, que découvre-t-on toujours? Les personnages et le lieu, le résumé de l'histoire ou la solution au problème. Donc, ça serait ici. Et là, on fait avancer le petit personnage, etc. Donc, c'est vraiment, tout est très ludique. Ensuite, bon, on peut aller au jeu numéro 2 quand on est terminé. Donc, on l'ouvre, par exemple. Puis, vous allez voir aussi, il y a le texte pour le jeu 2 et il y a des aides-mémoires aussi que je vais vous montrer. Donc, là, vous voyez ici, c'est vraiment, là, on a le texte, puis on a les questions ici qu'on peut sélectionner. Donc, chaque cours est vraiment fait d'une manière différente. Avec les enfants, on va avoir aussi le corrigé. Donc, ça leur permet de pratiquer. C'est vraiment des outils là, qui vont être clés en main pour vous. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant. Sinon, on va retourner à la présentation. N'hésitez vraiment pas à partager vos idées ou ce que vous vivez, vous, à la maison. Si vous avez des questions, là, c'est le lieu pour ça. Donc voilà. Puis, en fait, là, tous les cours sont vraiment, nous, on travaille juste avec des enseignants certifiés, expérimentés, qui ont entre 5 et 30 ans d'expérience. Donc, on est vraiment là, on utilise vraiment le programme de formation de l'École québécoise, la progression des apprentissages. Alors, on peut... bon, les questions fréquentes des parents. Mon enfant a de faibles résultats en lecture, est-ce que c'est grave? Donc, un résultat isolé, ça peut refléter une mauvaise journée. Hein? Si l'enfant a mal dormi, s'il est arrivé un conflit, puis qui est perturbé, puis que c'est ça qui prend beaucoup de place dans sa tête, probablement qu'il va être moins concentré. Donc, ce qui compte, c'est vraiment la tendance sur plusieurs évaluations. Donc, c'est pour ça aussi qu'on évalue souvent par étapes. Donc, faut pas non plus, tu sais, un enfant, disons, justement, qui a eu plus de difficultés dans un examen, ben, ça vaut la peine de s'arrêter avec lui puis de lui dire, bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sentais cette journée-là? Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois si tu bloques devant une question? Donc, vraiment d'être plus dans une approche de curiosité, en fait, de curiosité, de se poser des questions puis d'aider l'enfant, en fait, à avoir des bonnes stratégies. Les fautes pénalisent-elles toujours mon enfant? Bon, comme on a dit, ben, l'orthographe lexicale des mots, ça représente 20% de la note en écriture. Donc, des idées qui sont développées, qui sont solides, puis un texte qui est bien structuré, ça peut compenser. Comment motiver un enfant qui déteste lire? Ben, de lui laisser le choix, justement, de choisir son type de livre, BD. Si on parle au magazine, Les Explorateurs, c'est super populaire chez les enfants. Il y a beaucoup d'activités scientifiques aussi. Donc ça, si votre enfant, par exemple, n'aime pas la lecture, moi, je vous recommande vraiment d'aller voir là, les revues Les Explorateurs. Donc, voilà, fiction, science, de lui laisser en fait choisir un petit peu son style. Donc, la motivation, ça vient dans le plaisir, donc, et non dans l'obligation pour les jeunes. Doit-on lire à haute voix à la maison? C'est utile au premier cycle. Ensuite, on dit, bon, dès la troisième année, favoriser la lecture silencieuse suivie d'une discussion. Après nuance, hein, un enfant qui a vraiment des difficultés, comme on en a parlé, qui a une dyslexie, une dysorthographie ou qui a de la difficulté en lecture, ben moi, je recommande quand même de lire à haute voix. Puis aussi, vous, en fait, vous êtes le modèle, hein, comme de prendre des pauses quand vous lisez à haute voix, de prendre des pauses après les points. Même chose après les virgules. Donc, en montrant à l'enfant, en modélisant, ben à ce moment-là, l'enfant est en mesure de le faire par la suite.
Dyslexie ou retard simple, comment savoir? Donc ça, c'est une évaluation par une orthophoniste ou bon, ça peut être en neuropsychologie aussi. Donc, si les difficultés persistent, je vous donne un exemple, OK? Donc, un enfant souvent qui est en difficulté en lecture ou en écriture, mais premièrement, on va faire de la récupération avec lui. Ensuite, on va lui offrir, si les services l'offrent, de l'orthopédagogie. Puis ensuite, si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, là, ben, on peut peut-être se questionner. Mais dites-vous aussi que la première année, tu sais, c'est une année qu'on apprend à lire, qu'on apprend à écrire. Donc, il faut aussi se laisser un petit peu la chance. Puis, en fait, les cours sur la plateforme, c'est ce qui vient aussi beaucoup, beaucoup aider les enfants parce que vous avez la chance de consolider tout le temps les apprentissages. Votre enfant voit une notion, ah, on va aller la consolider sur les cours, de refaire les exercices le nombre de fois que vous voulez. Bon, et à partir de quand consulter un orthophoniste? Ben, c'est si les difficultés justement persistent plusieurs mois malgré du soutien ou si vous observez la détresse. Donc, à ce moment-là, ben, ça vaut la peine là, de consulter. Alors, ben, avant de présenter un petit peu nos programmes, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur autant là, le volet lecture ou le volet écriture? Donc, les questions sont vraiment les bienvenues. N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez nous partager aussi ce que vous faites à la maison. Ou sinon, quels sont les blocages que vous rencontrez? C'est quoi qui est le plus difficile chez votre enfant? Ouais. Moi, j'aurais une question. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, oui. Bonjour, je m'appelle Elina, puis je suis la maman d'un petit garçon qui est TDAH, et il fait de la dyslexie, il a de la dyslexie aussi, et de la dysorthographie. Il est en cinquième, là, il rentre en sixième année, mais il a fini ses notes assez basses. Et en fait, j'aurais voulu savoir un peu comment on fait pour justement rattraper du retard chez un enfant qui fait de la dyslexie, puis qui trouve que les textes qu'il est capable de lire sont un petit peu bébés, puis c'est difficile pour lui de se sentir adéquat par rapport à ses compétences en lecture. Euh, puis c'est ça, je sais qu'il aura besoin d'un programme, mais j'avoue que je suis un peu perdue pour lui faire rattraper ce qui est considéré un peu comme un retard, là, parce que sur le reste des autres matières, ça va, mais ça serait dommage de le faire reprendre une année juste pour le français, en fait. C'est juste en lecture qu'il y a de la difficulté? Lecture, écriture. Lecture, écriture, OK. Puis, c'est quoi ces difficultés? Est-ce que c'est encore au niveau du décodage ou c'est vraiment au niveau Oui, du décodage? non, ouais, c'est décodage, parce qu'en fait, la compréhension, quand on lui lit le texte puis qu'il a des questions à répondre, ça va, c'est parfait, il comprend très bien les textes, mais c'est vraiment du décodage. C'est une lecture très, très lente. Il a des aides à l'école, mais Technologique. Mhm. c'est Mhm. ça. Mais malheureusement, il faut aussi qu'il puisse quand même lire un minimum par lui-même, surtout en arrivant au Mhm. secondaire, là. Donc, Mhm. c'est ça. Mais ouais, il a du mal à décoder, puis à discriminer en fait les différentes syllabes, puis les mettre les unes avec les autres. Mhm. Donc, puis pour Ben, l'écriture, il écrit en phonétique. Donc, voilà. Tout Cali, à tu voulais y fait. aller ou tu veux que j'y aille? Oui, ben, je peux y aller. Je voulais peut-être juste commencer par dire, en fait, il y a quelque chose que vous avez dit sur lequel j'aimerais revenir qui est intéressant. Il sent que les textes qu'il lit sont bébés, comment rattraper le retard. Au final, tout ça, ça se rapporte un peu à essayer d'atteindre les mêmes exigences qu'on pense que tout le monde doit avoir. Puis je pense que la première étape, c'est de sortir de ça. Tu sais, si votre Non, enfant est je ne pense pas dyslexique, ça du tout. Ça, pas du tout, OK. parce que je sais qu'il n'aura pas forcément les mêmes, mais que Hmm. lui, en fait, c'est pas forcément pour qu'il Mais en fait, je ait voulais les dire pour compétences lui, des en autres. fait, que lui n'ait pas cette référence-là, en fait, tout d'abord. Est-ce que vous sentez Non, que lui, ça vient affecter sa confiance en soi? oui, parce que en fait, des fois, il arrive même pas à lire une consigne sur un Mhm. devoir, et au Mhm. final, c'est même des consignes simples. Donc, il se sent un peu en retard c'est un gros fan de Minecraft qui Mhm. fait beaucoup de constructions. Puis souvent, il a des livres qui lui expliquent les constructions. Bah, il a forcément besoin d'aide pour déchiffrer. Donc, en fait, c'est plus par rapport à ça
pas par rapport à attendre ça, je lui ai expliqué on est plusieurs neurodivergents dans la famille, donc je lui ai expliqué que c'était sûr que potentiellement il avait des compétences autres, puis que chacun a ses compétences, mais c'est vrai qu'il aimerait pouvoir avoir plus de facilité, en fait, à, Puis, à gérer il est sa en quelle lecture. année? Il est en quelle Il année, passe, votre garçon? il passe en sixième. Il s'en va en sixième. Mais moi, je vous dirais que c'est de faire de la rééducation. Il faut retourner il faut retourner dans les notions antérieures si on veut vraiment aller consolider les apprentissages. Donc, c'est sûr qu'un enfant qui a une dyslexie, une dysorthographie, mais il va écrire au son. Donc, c'est pour ça justement qu'on leur offre les outils technologiques, donc tout ce qui est WordQ, Lexibar, donc le prédicteur de mots en écriture, la synthèse vocale en lecture. Après, ben, c'est sûr que moi, je retournerais dans les notions de deuxième, troisième, quatrième, donc pour vraiment les consolider, ben, pour lui donner en fait aussi la confiance en soi. Donc, il faut que votre garçon, d'abord, il vive des réussites. Donc, ça, c'est le plus important pour pas qu'il soit démotivé. Donc, on veut pas tomber dans la démotivation scolaire. Donc, on veut vraiment accompagner l'enfant, lui redonner confiance. Puis, ben, nous, qu'est-ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend vraiment l'enfant où il est et non selon le niveau. Donc, si un enfant, même si un enfant s'en va en sixième année, si son niveau en fait est plus de quatrième, ben, on va le placer dans un groupe de quatrième où on va lui demander en fait d'aller faire plus des cours de quatrième année. Et éventuellement, quand il va être prêt, ben là, il intégrera un groupe de cinquième ou un groupe de sixième. Mais c'est important, je pense vraiment d'y aller où l'enfant il est en ce moment. Parce que le plus important, c'est que l'enfant vive des réussites, qu'il se sent compétent. Parce que lorsqu'un enfant se sent compétent, ben, il va avoir envie de mettre plus ses efforts, il va persévérer et là, la motivation augmente. Et là, souvent, ben, ça va ensemble. C'est que on voit aussi les notes augmenter. Donc, écoute, c'est moi ce que je vous propose, Elena, c'est qu'on s'appelle, qu'on prenne un moment, tu sais, qu'on prenne vraiment une vingtaine de minutes, vraiment discuter de votre enfant. Je vais vous poser des questions aussi. Puis à ce moment-là, on pourra voir de quelle façon on l'accompagne. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. C'est parfait. Puis je vais vous contacter de toute manière pour qu'on en discute. Oui, ben c'est ça qu'on fait avec tous les parents, tu sais, à chaque famille qui embarque avec nous, ben, on prend toujours là, une vingtaine, trentaine de minutes, on fait le portrait, on comprend bien l'enfant. Puis, en fait, si Cali, tu veux aller, ah ben justement, on l'a devant nous, Ouais. on a différents programmes. Tu sais, si on pense à un enfant vraiment en grande difficulté d'apprentissage, je vous donne un exemple, là, mais un enfant qui est en échec, disons, dans toutes les matières, qui a vraiment pas confiance en lui, qui se décourage et qui dit qu'il est pas bon, mais souvent on va orienter vers un accompagnement un à un. Donc un petit peu plus là, un programme privé, ça va être une enseignante qui travaille avec l'enfant. Le semi-privé, ça, c'est le programme qui est vraiment beaucoup apprécié par les familles parce que ça combine un peu les deux. Donc, c'est un petit groupe de 8 élèves qui vont évoluer ensemble. Donc, c'est vraiment une petite famille. À chaque semaine, ils se rencontrent à la même heure avec la même enseignante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super apprécié aussi des enfants parce qu'il y a tout le volet collaboration aussi. Il y a le volet écoute, entraide. On travaille aussi par projet, puis on travaille toutes les compétences académiques, oui, donc compréhension de lecture, écriture, résolution de problèmes, mais on travaille aussi le volet émotionnel, donc la confiance en soi, gérer nos émotions, hein, comment régler des conflits, persévérer. Donc, c'est vraiment un programme où les enfants vont évoluer, oui, au niveau académique, mais aussi au niveau émotionnel pour leur donner des outils qui vont leur servir, bon, pas juste à l'école, mais pour toute leur vie. Merci. Calice, tu veux peut-être expliquer le programme autonome? Oui, puis après, il y a une question dans le chat aussi Oui, qu'on parfait. pourrait adresser, là, qui est intéressante. Donc, dans le fond, la différence aussi avec le programme autonome, c'est que le programme autonome, vous avez l'accès à la plateforme éducative avec les cours interactifs, français, puis il y a un volet aussi résolution de problèmes en maths. Donc, ce sont des cours avec des vidéos, des jeux, des exercices qui permettent de vraiment aller retracer le programme dans les compétences les plus essentielles pour votre enfant. Donc, c'est sûr que quand vous avez les programmes de tutorat, que ce soit semi-privé ou privé, vous avez l'accès à la plateforme. Mais si vous, de votre côté, vous jugez que vous voulez, par exemple, mettre en place juste le programme autonome, vous avez accès complet à la plateforme, puis vous pouvez faire les cours, donc au rythme que vous voulez. Donc, souvent, c'est des enfants qui ont peut-être déjà un soutien extra ou des familles qui font l'école à la maison ou simplement on a envie de ressources pour mieux travailler, à la maison.
Donc, pour répondre à la question ici là, qu'il y avait dans le chat, quelle méthode existe pour un enfant qui a de la difficulté à écrire un texte, que ce soit par manque d'idées ou parce qu'il pense que son texte n'est pas bon malgré les encouragements et les renforcements positifs. Donc, ce que je vois aussi dans ce message, encore une fois, là, il y a de la confiance en soi, puis ça, c'est notre pilier le plus important, puis on en parle souvent et on n'en parlera jamais assez, l'important de travailler la confiance en soi chez un élève, parce qu'un élève qui a confiance en lui, va plus réussir. Donc, c'est nécessaire. Donc, même là, on voit ici qu'il y a quand même une certaine difficulté, un certain blocage, malgré les encouragements, malgré le renforcement. Donc, en fait, je pense qu'il faut aller travailler sa motivation tout d'abord. Probablement que c'est le manque d'idées, malgré tout, c'est qu'il manque de motivation. Donc, comment est-ce qu'on peut aller travailler sa motivation? Ben, le faire écrire tout d'abord sur des thématiques qu'il aura choisies, dépendamment de son niveau scolaire. Donc, je ne sais pas cet élève est en quelle année. Les exigences sont différentes, mais commencer par lui faire des petits jeux d'écriture. Ça peut être des jeux, par exemple, là, je ne sais pas si vous connaissez les jeux Categories pour les tout petits. Comme ça, on travaille l'écriture, on stimule leur activité cognitive en écrivant des mots, en formant des phrases. Après, quand ils sont un petit peu plus grands, on peut leur donner, par exemple, des idées de thèmes d'écriture. On peut varier les types de textes, écrire une lettre, écrire une petite BD, écrire une devinette. Ça, les enfants adorent ça. Donc, juste de varier et sortir du scolaire, mais juste le faire écrire pour le faire écrire avec quelque chose qui est motivant. Puis au final, dans cette pratique, il va probablement gagner plus confiance en lui parce il va voir qu'il est capable de lui-même trouver des idées puis écrire. Puis ensuite, cette confiance va pouvoir se transposer dans les tâches scolaires lorsque là, on demande des tâches qui sont un petit peu plus spécifiques, qui parfois ne viennent pas nécessairement rejoindre les forces ni les intérêts de l'élève. Oui, Sarah? Mhm. Ben, super, c'est vraiment des bonnes idées que Kelly apporte. Puis, je dirais aussi, ça peut être je sais pas, une écriture collective. L'adulte écrit, vous écrivez une phrase, l'enfant prend le relais, donc vous écrivez peut-être à deux. Ça peut être aussi de demander à l'enfant de souligner lui-même sa phrase préférée dans son texte, lui demander pourquoi est-ce que c'est ta phrase préférée. Ça peut être, bon, on interdit la gomme à effacer pendant la première écriture parce qu'il y a aussi, des fois, il y a des enfants qui tombent dans le côté perfectionniste. Ils veulent que tout soit parfait, donc peut-être que vous reconnaissez certains enfants. En tout cas, moi, je me reconnais quand j'étais jeune. Puis, ben, à ce moment-là, c'est sûr, oui, quelqu'un qui dit oui. C'est sûr que l'enfant, disons, qui veut que tout soit parfait, ben, il va être dur sur lui-même aussi. Donc, des fois, ça, c'est de dédramatiser aussi, puis de dire, bon, ben là, t'as pas le droit d'écrire la gomme à effacer, juste vraiment le brainstorming. Donc, tout ce qui te sort par la tête, on va l'écrire. Donc, de rappeler à l'enfant aussi que c'est un brouillon. Par la suite, ça pourra être, on pourra perfectionner ça durant le propre. Donc voilà, donc ça donne, je sais pas si ça vous donne, César, de belles idées pour encourager votre enfant. Puis il y avait quelqu'un d'autre qui a une question, mais on ne voit pas le prénom. Ça dit juste utilisateur de Zoom. Donc, si vous voulez soit poser votre question à l'oral ou à l'écrit, ça va nous faire plaisir là, d'y répondre. Ah, en fait, c'est moi, Oui, mon nom c'est Henriette, vous m'attendez? oui, oui, on Oui. vous entend Je bien. suis, je suis la maman, j'ai trois enfants auprès de vous et puis j'ai vraiment un gros souci à propos de ma fille qui a 10 ans. Elle est passée en quatrième année, mais elle a vraiment des problèmes, je crois, dans toutes les matières, en mathématiques, réseaux sociaux, des problèmes, en lecture, surtout l'écriture aussi. Mais un gros problème que j'ai que j'ai constaté, c'est parce que du mal à se poser ses idées sur une tâche. Je demande que dois-je faire pour sa réussite. Elle a du mal à se concentrer. Et elle peut bien travailler, mais elle a du mal vraiment à se concentrer. Mhm. Elle fait imaginer souvent des réponses sans réfléchir, mais elle est vraiment, elle est intelligente, mais le problème, c'est qu'elle a vraiment du mal à se concentrer. Bon, je lui demande de conseils. Dois-je Elle a de la misère à se concentrer à quelle tâche exactement? Est-ce que vous à savez? n'importe quelle tâche, c'est-à-dire elle OK. peut pas faire 10 minutes à une tâche, à n'importe quelle tâche, Mhm. que ce soit en étudiant ou à la maison, et elle n'est pas vraiment stable dans ses... Elle est en quelle année, votre fille?
J'ai l'impression que ça coupe En troisième année, mais en troisième. OK. oui, il y Parfait, avait en un appel, troisième. j'ai coupé un appel. OK. Ben, Elle est en troisième année. mhm. Mais c'est sûr que pour les enfants, tu sais, quand ils arrivent de l'école, c'est sûr que ça vaut la peine de pas tout de suite faire les devoirs et les leçons. Donc ça, ce serait de un au niveau de la concentration, de les laisser faire autre chose. Puis avec les enfants, justement, que la concentration est plus fragile. Mais nous, ce qui est bien dans les cours, c'est qu'on segmente vraiment par mini-leçons. Donc là, ça permet à l'enfant d'y aller à son propre rythme. Parce qu'on s'entend que je vous dirais, là, sur énormément de parents nous disent justement que la concentration de leur enfant, elle est fragile. Donc, c'est quelque chose Mhm. qui se travaille, hein. Donc, c'est pas quelque chose qu'on est avec une bonne concentration ou non. Donc, on peut commencer à faire justement encourager l'enfant avec des petits 5 minutes. Puis ensuite, on monte un petit peu à 7 minutes de concentration, d'avoir rien autour qui distrait nécessairement l'enfant, d'être dans un lieu calme, d'être dans un lieu propice à l'apprentissage, l'alimentation, hein, numéro un aussi, tu sais, de regarder qu'est-ce que l'enfant aussi mange, le sucre, ça l'aide pas à la concentration. Donc, il y a quand même beaucoup de variables aussi qu'on peut regarder par rapport à la concentration, mais je vous dirais, c'est de segmenter les tâches, de segmenter vraiment, de partir, disons qu'elle a un texte au complet à lire, ben vous pouvez couper le texte, on met une feuille de papier par-dessus, on se concentre juste sur ce paragraphe-là. OK, parfait. Là, on est rendu, donc vraiment de segmenter, d'y aller un petit pas à la fois, une étape à la fois. Euh, donc ça, ce serait là les recommandations que je vous donnerais. Je sais pas, Cali, si toi, tu avais autre chose que tu voulais ajouter par rapport à ça. On parle souvent d'accepter puis de se pratiquer à rien faire aussi avec les enfants. Puis souvent, c'est ça. Les enfants ont de la difficulté à rester concentrés parce qu'ils sont habitués à la rapidité, puis on est dans un monde que tout roule et tout tellement rapidement. Donc, de pratiquer aussi le rien faire ou prendre le temps de faire les choses, d'être patient, puis de le verbaliser, puis de l'expliciter aussi avec les jeunes. Puis d'ailleurs, on avait fait un webinaire sur la concentration il y a quelques mois qui était vraiment Mhm. top, dans lequel on avait donné beaucoup d'outils aussi pour les parents. Puis ça, vous pouvez l'écouter en rediffusion sur notre plateforme, donc dans l'espace parents, sur YouTube, et il y a le PDF aussi, et dans lequel il y a un outil qu'on avait fait avec les parents là, pour vous montrer quoi mettre en place. Donc, je vous encourage fortement là, à aller le regarder. Je pense que ça s'appelle La concentration, ça se travaille, le titre du webinaire. Ben, gars, je Donc, vais le partager. Je vais partager le lien, mon écran si tu veux. OK. Je vais vous montrer c'est où sur la plateforme. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Là, tous les webinaires sont en rediffusion sur YouTube. Et d'ailleurs, on a un podcast aussi. On a fait plusieurs épisodes de podcast que vous pouvez écouter. Donc, ah là, ma caméra est fermée, pardon. On Il voit y la en a un, plateforme. le dernier qu'on a fait qui est sorti aujourd'hui, justement, on parle beaucoup de la persévérance scolaire. Donc, comment est-ce qu'on peut l'intégrer avec les enfants aussi. Donc, si vous voyez ici dans la plateforme, il y a l'espace pour les parents. Donc, ça, c'est un lieu qui est bien apprécié. Donc, il y a un cours aussi qui s'appelle Parentalité éclairée. Donc, ça donne énormément de stratégies aussi, des petits jeux ludiques que vous pouvez faire vous à la maison. Des outils pour vous aider. Donc, l'anxiété, si votre enfant est anxieux, l'anxiété de performance, la motivation scolaire, favoriser l'attention. Donc, c'est ça l'outil qu'Ali parlait. Un calendrier des routines, une gestion saine du temps d'écran, éviter les crises durant la période. Bon, il y a plusieurs outils pour vous que vous pouvez utiliser. Puis ici, on voit les rendez-vous parents. Donc, ça, ce sont les webinaires qu'on fait qui sont en rediffusion. Donc, celui sur la concentration, c'est celui-là. Donc, vous voyez, si vous allez à cet endroit-là, vous avez toujours, bon, le résumé du webinaire. Vous avez le webinaire ici. Si vous cliquez, ça vous amène sur le lien YouTube pour le réécouter. Et vous avez aussi le PDF. Donc, n'hésitez pas aussi, si jamais vous avez des amis qui ont des enfants puis que vous pensez que cette rencontre-là de ce soir ou d'autres webinaires pourraient leur servir grandement puis que vous vivez aussi les mêmes défis, ben, n'hésitez surtout pas là, à partager. OK. Merci. Ça me fait plaisir. Comment s'effectuerait l'évaluation et le suivi des élèves dans un cadre du programme autonome? Ouais, alors le programme autonome, ça le dit là dans le mot, c'est vraiment autonome, donc dans le sens que vous avez accès à la plateforme à n'importe quel moment. Vous pouvez sélectionner les cours. Nous, on vous envoie un calendrier de cours type. Donc, disons que votre enfant est en troisième année, on va vous envoyer un calendrier de troisième année.
pour bon, un exemple de calendrier de cours que vous pouvez faire à chaque semaine. On recommande à peu près un cours par semaine sur la plateforme. On n'est jamais dans l'objectif de surcharger l'enfant. On n'est pas dans une approche de performance, mais on est vraiment dans une approche d'évolution. L'objectif, c'est que votre enfant ait du plaisir sur du long terme. Donc, on veut pas trop lui en faire à chaque jour. Les enfants sont aussi en congé en ce moment, c'est l'été. Par contre, ça vaut la peine vraiment de garder une certaine constance, de garder une routine. Donc, une routine qui est stable pour l'enfant. Puis, ce que ça fait, c'est que les efforts qu'on met justement durant l'été, ben ça va faire en sorte qu'à la rentrée scolaire, durant toute l'année, ça va être vraiment plus facile pour l'enfant. Donc, on n'aura pas besoin de comme réviser les notions qui ont été oubliées. Donc, au niveau du programme autonome, c'est vraiment, il y a pas de cours de tutorat avec l'enseignant. Donc ça, je vous dirais que le autonome, là, ceux qui prennent juste le programme autonome, c'est souvent nos familles qui font l'école à la maison. Donc, ils ont déjà d'autres, en fait, ils ont comme plusieurs outils, puis là, ils viennent ajouter cet outil-là pour aller faire du français. Mais je vous dirais que le programme qui est le plus adapté pour les enfants en général, c'est le semi-privé, parce que ça combine la plateforme et l'enseignement en fait de tutorat avec l'enseignante. Donc là, vous allez vraiment avoir l'évaluation, ben, l'évaluation, la rétroaction de l'enseignante. Durant l'été, c'est très difficile de le motiver à lire. Mon fils est en troisième. Avez-vous des suggestions? Oui, ben écoutez, moi, ce que je vous propose là, c'est que écrivez votre, donc, tout le monde qui a envie, disons, qu'on se prenne un petit moment pour échanger ensemble puis discuter votre enfant, écrivez-moi votre courriel avec le numéro de téléphone, puis on va pouvoir communiquer avec vous puis vraiment parler spécialement de votre enfant. On travaille avec énormément d'enfants, là, que soit un manque de confiance, un manque de motivation aussi. Donc, c'est vraiment là, ces profils-là avec lesquels on est habitué de travailler là, depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr qu'il faut que ce soit pour votre garçon, bon, pour le motiver à lire. Euh, c'est sûr que moi, ce que je recommande, c'est que ce soit dans ses intérêts. Donc, ça, c'est de un. Donc, de nous pas obliger l'enfant. Après ça, la réalité, Anna, c'est que les enfants, quand les parents essaient d'aider, ils ont souvent une résistance. Donc, ça, c'est vraiment la réalité qu'on le voit. Je vous dirais, je parle à peu près sur 10 familles, à peu près 8 familles qui me disent ça. Donc, ça va bien à l'école ou, tu sais, si c'est la prof, c'est correct, mais quand c'est le parent qui veut aider, ben, l'enfant, soit qui se ferme, soit qui veut pas, ou soit qu'il y a des crises ou des pleurs, puis bon, ça finit un petit peu, là, un petit peu de manière chaotique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu normal. Tu sais, moi, je pense quand j'étais ado, c'était un peu la même chose, là. Moi, j'avais pas de patience. Est-ce que mes parents non plus m'aident? Donc, on avait fait appel à un tuteur, tout ça. Donc après, ça dépend de la personnalité de l'enfant, mais la majorité, je vous dirais, qu'il peut avoir une résistance. Donc c'est sûr que d'avoir une aide externe, ben c'est sûr que l'enfant, on voit souvent là, la motivation augmenter. On travaille par projet aussi. Donc voilà. Kelly, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben dans le fond, je voulais répondre à la question justement d'Anna, donc comment aider son enfant à lire pendant l'été, quand la motivation, elle baisse. Ben en fait, je pense que c'est d'utiliser qu'est-ce qui se passe en été comme une motivation pour lire. Donc, on peut aller dans un parc lire, on peut aller, Mhm. si vous êtes en camping, vous allez sur le bord de l'eau, donc changer d'endroit, trouver des endroits stimulants. Puis faites-le choisir, en fait, justement, les livres qu'il va lire. Donc, pour que ce soit une activité, autant que l'enfant peut choisir un jeu qu'il a envie de faire, ben, il va choisir le livre qu'il veut lire et à l'endroit qu'il veut le lire, à un moment de la journée. Ça peut être une activité avec vous, une petite lecture partagée. Donc, d'essayer de faire en sorte que ce soit agréable. Ou sinon, simplement d'essayer de trouver des occasions où est-ce que la lecture se présente de façon spontanée. Vous allez en excursion dans un endroit, puis il y a des panneaux à lire qui raconte l'histoire de l'endroit ou la faune, la flore, aux zoo, peu importe, mais de trouver dans les activités que vous allez faire cet été de la lecture spontanée, puis que l'enfant se mette donc, ah, ben vas-y, lis-moi, qu'est-ce qui est marqué sur le panneau pour comprendre. Donc, souvent, l'élève retrouve la motivation de lire parce qu'il comprend pourquoi il lit, parce qu'il voit l'effet direct de je lis, ben, j'apprends, j'ai une information, puis je suis engagée aussi dans cette démarche, puis c'est pas juste l'adulte qui le fait pour moi. Mhm.
Puis même l'écriture, moi j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, là, mais si vous allez justement en forêt, ben il peut apporter un petit journal, noter ses observations. On peut écrire par la suite une histoire à partir je sais pas, d'un personnage qu'on voit, des animaux. Donc, il y a vraiment différentes façons là, d'intégrer ça sans que l'enfant sente que c'est vraiment de l'école. Donc, il y a ça aussi. C'est pour ça que le côté ludique est super, super important pour les Mhm. jeunes. Qu'ils aient en fait, c'est vraiment qu'ils aient du plaisir à apprendre. Donc, c'est pour ça aussi, travailler par projet, c'est motivant pour les jeunes. Parce qu'on travaille sur plusieurs périodes, donc ils voient aussi leur évolution. Travailler en groupe aussi, on collabore avec les autres, on s'entraide, on voit que chacun on est différent, on a chacun nos défis. Donc, ça, je vous dirais que ça aide aussi le grandement à la motivation. Donc, s'il y en a qui sont pas avec nous puis qui ont envie qu'on vous appelle pour discuter, laissez votre nom complet, numéro de téléphone, adresse courriel dans le chat, puis on va vous contacter. Donc, comme dit Sarah, on prend le temps de communiquer avec chaque famille. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, puis on vous appelle demain. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions avant qu'on termine? Oui, Sarah, je m'excuse, j'ai une question. Notre Oui, vas-y. plateforme de jeux, elle a fini. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il reste juste petit guichet pour les parents. L'autre, il était disparu. Les Ah, cours, bon, on vous va dites, sur regarder la ça. plateforme? On va regarder ça. Notre plateforme, toutes les cours que ma fille était jeu entre des cinquième, sixième année, c'est disparu. Il reste juste un fichier pour Hmm. parents, c'est tout. Je vais regarder. OK. Dans le fond, vous avez perdu l'accès à la plateforme. Des fois, il y a des petits bugs techniques là, qui arrivent. Je vais regarder ça à l'instant pour Peut-être. vérifier qu'est-ce qui Oui, se passe. Mais inquiétez-vous pas, merci ça de nous va. le dire. Oui, ça va revenir, inquiétez-vous pas. Merci, Irina. Est-ce, Merci. est-ce qu'Irina, vous pourriez juste m'écrire votre adresse courriel dans le chat pour que je puisse vous retrouver? Parce qu'avec Oui, votre oui. nom, pas. Elina, parfait. Donc, super. Je vous appellerai, puis on pourra échanger là, au sujet de votre enfant. Allez, Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? Ou, on fait des webinaires à tous les mois, donc n'hésitez pas là, si jamais vous voulez vous connecter ou même partager le lien à d'autres familles, à d'autres parents. Moi aussi, j'avais une petite question. Oui. Hier, mon enfant allait s'entrer à 17h, mais il y a eu l'urgence, l'enseignant n'était pas, je sais pas comment, je vais voir, on n'a pas encore eu l'horaire. Je voulais ah savoir oui, si, je voulais savoir, est-ce que c'est possible de rattraper ce cours qu'ils ont raté? oui, bien sûr, je vais vous répondre par rapport à ça. Donc, en effet, là, le cours avait été annulé hier là, pour une urgence familiale de Viviane. Puis, il y a la reprise qui va être proposée. Donc, on attend qu'elle nous confirme la date et l'heure de la reprise. Puis, vous allez recevoir l'information par rapport à ça. Donc, c'est sûr que le cours est repris. Ah, d'accord. D'autres Yes. questions? Super. Ben, écoute, merci à tout le monde vraiment de votre participation, d'être présent ce soir. Puis, ça a été un plaisir vraiment d'échanger. J'espère que vous repartez avec un peu plus de compréhension aussi par rapport Mm. au programme, par rapport à comment on évalue les enfants aussi, puis pour pouvoir accompagner encore mieux vos enfants. Il va aussi avoir un outil, hein, Kelly, qui va être déposé sur la Oui, c'est plateforme. vrai. L'outil, je peux vous le montrer vite, vite. Donc, dans le fond, on a créé un outil qui résume ce qu'on vous a partagé comme information aujourd'hui. Donc, on vous invite aussi à aller garder ces outils-là, puis à même les imprimer, puis vous pouvez les garder près de vous. Donc, ici, on revoit donc comment on évalue les élèves, c'est quoi les principaux critères d'évaluation en écriture puis en lecture, puis comment accompagner son enfant. Donc, ça aussi, vous allez le retrouver dans la section des webinaires, puis dans la section des outils dans l'espace parent. Donc, merci à tous d'avoir été là ce soir. Ça nous a fait plaisir d'échanger avec vous. Puis, on espère vous voir dans notre prochain webinaire le mois prochain.
Oui, puis juste petite question. La personne utilisateur, ça dit utilisateur Zoom, vous m'avez laissé le numéro puis votre adresse courriel. Par contre, simplement peut-être me partager votre prénom. OK. Mhm. Mhm. Parfait. Alors, bonne soirée à tout le monde, puis on se revoit. Parfait, Henriette. On se revoit bientôt. D'accord, merci. Bonne soirée à Bonsoir. tous.